La maison Losso, un joyau art nouveau au cœur de Mons. Que se passe-t-il derrière les murs de cette façade néoclassique typique du XVIIIe siècle ? Sa porte métallique, seul élément richement décoré du bâtiment, nous titille du regard et laisse présager ce qui se trouve derrière, un véritable joyau de l'art nouveau. Demeure de Léon Losso, un avocat montois né en 1869 et décédé en 1949, elle fut achetée par son père, Charles, en 1873. Et à la mort de ce dernier en 1894, Léon Losso, qui y vécut seul avec sa mère, entreprit de l'aménager au goût du jour et avec tout le confort moderne de l'époque. Une fois passée la porte métallique ornée de fleurs de fuchsia et réalisée par la firme bruxelloise Tochebu, nous sommes saisis face à la qualité des matériaux et face à la finesse des détails de la demeure. Des sièges en marbre posés sur radiateurs pour le confort des visiteurs en plein hiver nous rappellent le souci du détail, mais aussi le sens du progrès pour le propriétaire, qui se tenait au courant de toutes les innovations technologiques de son temps. Sa maison fut ainsi, entre autres, la première maison particulière montoise équipée de l'électricité, mais aussi d'un ascenseur privé. Au fil des découvertes, nous nous apercevons que chaque pièce possède sa thématique florale dédiée selon la mode de l'art nouveau. Tiges, feuilles, boutons, mais aussi fleurs sont ici représentées dans la plus pure tradition de l'art nouveau français, et en particulier de l'école de Nancy, qui avait la nette préférence de Léon Losso. La glycine pour le sas d'entrée, le magnolia dans la mosaïque du sol, le chardon dans le bureau, l'orchidée dans le grand salon, ou encore l'églantine, la rose sauvage, dans la petite alcôve qui jouxte ce dernier. Agissant en maître d'œuvre et sous la coordination de l'architecte bruxellois Paul Saintenoy, auteur des magasins Old England à Bruxelles, entre autres, Léon Losso a su s'entourer d'artistes et d'artisans renommés, tels que Louis et Henri Sauvage, Charles Sarrazin, auteur de la Villa Majorelle, ou encore Amalric Walter de la Manufacture Dôme et Émile Gallet. Qu'il s'agisse des luminaires, des verrières récemment restaurées ou encore des poignées de porte, le moindre détail est traité, décoré. Léon Losso n'a rien laissé au hasard. Par ailleurs, la demeure est aussi le témoin d'une époque dans laquelle Léon Losso a su se tailler une place. Son bureau-bibliothèque, richement décoré, est un rappel de la passion de Léon Losso pour la bibliophilie. Il ne nous donne qu'un aperçu de l'ampleur de la collection des ouvrages de Léon Losso, qui en possédait plus de 100 000, dont la majorité est accessible au Centre de littérature énuyère de la Maison Losso. Les meubles à fiches témoignent que Losso a activement participé à la création de la classification décimale universelle avec Henri Lafontaine et Paul Hotelet, fondateurs du Mundaneum, dont Losso fut d'ailleurs le directeur de 1947 à sa mort. C'est notamment grâce à cette passion qu'il découvrit en 1901 l'édition originale que l'on croyait détruite à jamais d'une Saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Mais la maison recèle bien d'autres trésors. Ainsi le vitrail orné d'orchidées du grand salon réalisé par Raphaël Evaldre. La mosaïque en pâte de verre du maître Amalric Walter de la Manufacture Dôme de Nancy, représentant la ville natale de Léon Losso, Thuin. Réduire la maison Losso à la seule maison Art Nouveau classée depuis 1983 serait un doux euphémisme. En accord total avec les volontés de Léon Losso, la maison Losso demeure un foyer culturel intense et en constante effervescence. Le jardin, réaménagé en s'inspirant des plans d'époque et des essences de fruitiers privilégiés par Losso, est devenu un lieu où s'organisent bien des activités. Également siège du secteur littéraire de la province de Hainaut, l'institution est munie d'un centre de littérature énuyère en mémoire de l'amour de Losso pour les livres.
Nous y trouvons aussi un nombre incalculable de ressources précieuses. 2500 dossiers personnels, des carnets de notes, des ouvrages, de la correspondance, des plans et dessins d'architectes, des photographies, etc., accessibles librement au public. Sans oublier un centre d'interprétation conçu comme un prélude à la visite de la partie classée, permettant au travers d'une exposition permanente de mieux comprendre et d'appréhender la personnalité riche et complexe de Léon Lossau. Nous y trouvons aussi des salles d'exposition temporaires qui font la part belle au patrimoine que nous a laissé Léon Lossau. Ainsi, pour l'instant, l'exposition d'une artiste contemporaine y retrace le voyage entre réel et irréel qu'il fit en 1929 au Cercle polaire arctique.